Bonjour, cette vidéo parlera du cash flow statement, qui est le troisième état financier anglophone. Elle sera subdivisée en 7 parties. D'abord, nous verrons la présentation générale. Ensuite, le cash flow from operating activities, suivi du cash flow from investing activities. Après, ça sera le cash flow from financing activities. Nous allons ensuite vous présenter le modèle du cash flow statement. Et après cela, nous verrons une illustration avec le cash flow statement de Microsoft Corporation. Et enfin, nous terminerons avec l'illustration de Ford Motor Company. L'income statement nous a permis de ressortir la performance qu'une entreprise a dégagée au cours d'une période. Le balance sheet nous a permis de savoir les actifs, les dettes et les capitaux propres d'une entreprise à un moment donné. La culture américaine est tellement focus sur la liquidité, raison pour laquelle le balance sheet commence avec le CCE, Cash and Cash Equivalents, qui est le premier élément des assets. Donc, il ressort tout ce qui est argent en banque, chèque, actions en bourse, obligations et bons du trésor qui peuvent rapidement s'échanger sur un marché financier. L'objectif, c'est de permettre de savoir en premier point la liquidité d'une entreprise afin de savoir si elle peut faire face à ses dettes les plus proches. Une entreprise commence donc son année avec un CCE. Au cours de l'année, elle va réaliser différentes activités. Les activités relatives à l'exploitation de son business, les activités de financement, les activités d'investissement, ce qui va faire que en fin d'année, elle aura un autre CCE. Donc, ces activités lui font entrer de l'argent et lui font aussi sortir de l'argent. Donc, les entrées d'argent sont des cash inflow, les sorties d'argent sont des cash outflow. Il est donc important pour le régulateur de comprendre comment est-ce que le CCE de début de période a évolué jusqu'au CCE de fin de période. Et l'état financier qui permet d'expliquer cela au mieux est le cash flow statement, parce qu'il va prendre comme point de départ le CCE de début de période. Il va prendre en compte les cash flows des activités d'opération. Il va aussi ajouter à cela les cash flows des activités d'investissement et aussi ajouter les cash flows des activités de financement pour pouvoir aboutir au CCE final. Voici en un mot le rationnel qui est derrière le cash flow statement, qui est l'un des états les plus regardés par les investisseurs et les régulateurs de la profession comptable américaine. Suite à ce que je viens d'énoncer, les égalités suivantes doivent toujours être respectées dans un cash flow statement. 1. Cash from operating activities, qui est le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, plus cash from investing activities, qui est le flux de trésorerie provenant des activités d'investissement, plus cash from financing activities, qui est le flux de trésorerie provenant des activités de financement, égale net cash flow, qui est le flux de trésorerie net. 2. Net cash flow égale net increase decrease in CCE. Ce veut dire le flux de trésorerie net est égal à la nette augmentation ou diminution du CCE. CCN moins CCN moins 1 égale net increase ou decrease in CCE égale also net cash flow. Ce qui veut dire le CCE de l'année L moins le CCE de l'année précédente est égal à l'augmentation nette ou à la baisse nette du CCE. C'est aussi égal au flux de trésorerie net. Et enfin, CCN-1 plus net cash flow égale CCN. Nous verrons par la suite que les principales informations qui sont dans le cash flow statement
proviennent du income statement et du balance sheet. Vu que nous avons déjà passé en revue ces deux précédents états financiers, vous serez à l'aise dans la partie suivante parce que vous allez revoir et non découvrir les thèmes qui y seront utilisés. Certains thèmes ne proviendront pas du income statement ou du balance sheet, mais plutôt des notes annexes aux états financiers. La prochaine étape sera donc la visualisation du contenu du cash from operating activities, du cash from investing activities et enfin du cash from financing activities. See you soon. Pour obtenir le flux de trésorerie d'exploitation provenant des activités d'exploitation de la période, on respecte les étapes suivantes. On part du net income, auquel on ajoute les depreciation, depletion and amortization net of any cancellations, c'est-à-dire les dotations aux amortissements et provisions moins les reprises aux amortissements et provisions. À cela, on ajoute aussi les gains or loss on sale of assets. Gains, ce sont les plus-values succession d'actifs. C'est retranché. Donc, dans la finance américaine, tout ce qui est mis en parenthèse veut dire une déduction. Et loss, c'est rajouté. Et enfin, on ajoute les other non-cash expense and revenues. Donc, ça dit les autres dépenses ou les autres revenus qui n'ont pas généré d'entrée ou de sortie de trésorerie. Donc, l'important ici, c'est de savoir qu'on parle que de liquidité, de trésorerie, de cash. Maintenant, on va vous expliquer step by step pourquoi est-ce qu'au net income, on rajoute tous ces éléments-là. Je vais commencer simplement par le premier élément qu'on rajoute au net income, qui est le depreciation, depletion and amortization, net of any cancellations. Prenons une entreprise simple, ABC. ABC a eu un revenu de $100 et ABC a eu des charges de $40. Donc, ces revenus ont été encaissés à 100% et ces charges ont été décaissées à 100%. Donc, elle a encaissé $100 et elle a sorti $40. Donc, si on s'arrête là, simplement, son résultat net est de $60 qui s'obtient par $100 moins $40. Maintenant, la société ABC a un actif qui a été déprécié au cours de l'année à $10. Elle a aussi eu une autre opération sur des titres en bourse qui a fait qu'elle a fait des reprises sous provision de $7. Donc, le depreciation and amortization net of cancellations sera ici égal à $10 moins $7, c'est-à-dire $3. Maintenant, à cette étape, comment est-ce qu'on détermine l'argent liquide de la société? Toutes choses étant égales par ailleurs, on part donc du net income auquel on rajoute la depreciation and amortization net of any cancellation. Donc ici, ça va faire quoi? Ça va faire qu'on aura ici un net income au départ avant amortissement qui était de $100 moins $40. Ce que nous faisait ici les $60. Le net income de $60 n'est pas le net income définitif en prenant en compte les dotations aux amortissements et les reprises aux amortissements et provisions. Et ici, dans ce cas, on dit qu'il y a eu une dotation aux amortissements de $10 et une reprise sur provision de $7.
Donc, ce qui veut dire que le net income définitif va être égal aux 60 dollars moins les 10 dollars de dotation plus les 7 dollars de reprise. Ce qui nous fait ici un net income de 57 dollars. Maintenant, pour revenir à la procédure d'obtention de notre liquidité. Donc, j'avais dit au départ qu'on prenait le net income auquel on rajoutait l'impact des amortissements et des reprises. Donc là maintenant, ça va faire le net income ici qui est de 57 auquel on rajoute le depreciation, depreciation and amortization net of any cancellations. Donc ça, ici, ce résultat va être égal à 10 moins 7, 10 de dotation, 7 de reprise, ce qui fait 3 dollars. Donc ce qui veut dire que le flux généré par les opérations à ce stade-là va être égal à 57 dollars plus 3 dollars qui font les 60 dollars. Vous voyez que c'est l'équivalent de ce que j'avais dit plus haut, qui est égal au total des ventes moins les charges qui ont été décaissées. Les ventes ont été encaissées à 100%, les charges ont été décaissées à 100%. Donc 100 dollars de vente moins 40 dollars de charges font les 60 dollars. Donc jusqu'ici, on retombe sur nos pieds. Maintenant, je vais expliquer simplement l'impact de gain loss on sale of assets. Gain, c'est plus-value de cession. Loss, c'est moins-value de cession. On retire la plus-value de cession, d'où le fait que c'est en parenthèse. Je vais donner un exemple simple de plus-value de cession. Supposons qu'une entreprise EAB a fait une cession d'actifs de 100 dollars. Au moment de la cession de cet actif-là, la valeur nette comptable était de 70 dollars. Donc, pour ressortir son gain ou sa perte sur l'opération, on fait le prix de cession moins la valeur nette comptable, la BNC. Ici, on aura donc 100 dollars moins 70 dollars qui font les 30 dollars. Mais puisque là, nous sommes dans le cadre des activités d'exploitation, c'est-à-dire les activités courantes de l'entreprise, on est obligé d'exclure la partie cession d'actifs qui rentre plutôt dans le flux de trésorerie d'investissement. Donc pour cela, qu'est-ce qui se passe? Les 100 dollars vont être retraités et transférés vers les flux de trésorerie d'investissement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau des 30 dollars de plus-value? Donc, les 30 dollars de plus-value, ce n'est pas en fait de l'argent liquide au niveau de l'exploitation. En d'autres termes, les 70 dollars de la valeur nette comptable plus les 30 dollars de plus-value font les 100 dollars du prix de cession. Maintenant, puisque le prix de cession a été transféré dans l'activité d'investissement et que la VNC, ce n'est pas aussi de l'argent liquide, donc le surplus de 30 dollars et qui est là, qui impacte le compte de résultat au niveau d'exploitation, doit être aussi retiré. D'où le fait qu'on déduit la plus-value de cession à ce niveau. Loss of assets, c'est une moins-value de cession. Il suit le processus inverse que la plus-value de cession. On prend un exemple simple. L'entreprise AZB qui a une cession de 150 dollars sur un actif, donc c'est le prix de cession, et au moment de la cession, la valeur nette comptable était de 170 dollars. Donc, ce qui se passe,
c'est quoi? C'est que ici, cette entreprise elle fait une perte sur la transaction. Parce qu'en prenant 150 dollars qu'elle encaisse et 170 dollars de VNC, elle a une moins-value de cession de 20 dollars. Loss. Okay. Comme expliqué précédemment, les 150 dollars sont transférés dans la partie cash flow d'investissement et les 170 dollars, par contre, ils ont impacté le compte de résultat à la baisse. C'est en fait une charge qui a été calculée et non une sortie d'argent. Donc la différence, qui est donc les 20 dollars là, elle doit être traitée comme en fait un amortissement. On avait vu plus haut que les amortissements étaient rajoutés au résultat. Parce que les 20 dollars sont une charge supplémentaire sur les 150 dollars de cession. D'où le fait que le loss est rajouté à ce niveau. Other non-cash expenses and revenues. Donc ici, simplement, on prend en compte toutes les opérations qui ont été ajoutées dans le flux de trésorerie d'exploitation, mais qui n'ont pas généré d'entrée de cash ou de sortie de cash. Donc à ce niveau, il faut simplement faire les mêmes régularisations comme nous avons fait précédemment pour les dotations, les amortissements, les provisions pour les reprises aux amortissements et provisions et pour les plus ou moins values de cession. Donc par rapport aux informations que vous aurez dans les annexes, vous allez ajuster le flux de trésorerie d'exploitation en due concurrence. Maintenant, nous allons voir la seconde source de revenus en ce qui concerne le flux de trésorerie d'exploitation. Cette source de revenus provient de la variation des actifs et passifs courants. Donc en fait, ce sont les actifs et les passifs qui rentrent dans le cadre du cycle d'exploitation d'une entreprise. Donc, leur variation périodique entraîne des rentrées d'argent ou des non-rentrées d'argent. Donc, il faut ajuster cela pour que, à la fin, nous ayons une notion exacte de tout ce qui est vraiment dans notre compte en banque. Donc, le premier ajustement, au niveau du net receivables, nous allons faire un ajustement. Donc, si une entreprise avait des net receivables de 100 dollars en N-1 et en N, elle a des net receivables de 70 dollars, ça veut dire que ce que on devait lui payer a diminué. Donc, les 100 dollars qui tombent à 70 dollars, ça veut dire que l'entreprise a encaissé 30 dollars. Donc, une fois que on constate que les net receivables sur une période baisse, ça veut dire que l'entreprise, en fait, a eu des encaissements. D'où le fait que quand on a un decrease en net receivables, ça veut dire une entrée d'argent. Maintenant, que se passe-t-il pour une entreprise qui a un net receivables de 100 en N-1 et en N, elle a un net receivables de 120. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de la période entre N-1 et N, elle a vendu plus. C'est parce qu'elle a vendu plus que en N, ses net receivables sont arrivés à 120. Donc il y a une partie de ce qu'elle a vendu qui n'a pas été encaissée, alors que ça a été enregistré dans les ventes et ça a été comptabilisé pour pouvoir aboutir au net income. Donc il faut donc ajuster cela. Ça veut dire que les 20 dollars de plus qui n'ont pas été encaissés mais ne sont pas dans notre compte en banque. D'où le fait qu'on fait un ajustement en élevant ce montant-là. C'est pour ça qu'un increase en net receivables est mis en parenthèse. Ça veut dire une déduction à ce niveau. Inventories. Ici, ce sont les stocks. Donc, ce sont les stocks d'une entreprise marchandise, les stocks de matières premières, les stocks de produits finis, de produits en cours, ainsi de suite. Donc, c'est tous les stocks d'une entreprise. Si une entreprise a au départ
en N-1, un stock est de 100. Et puis, en N, elle a un stock de 75. Ce qui veut dire qu'au cours de l'année, pendant son cycle d'exploitation, l'entreprise a bien travaillé et ces stocks-là sont sortis. Donc, une baisse en stock se transforme et par quoi? Par une vente et une entrée d'argent. Raison pour laquelle lorsque les stocks baissent, on a en fait une entrée de trésorerie. Et cela montre que l'entreprise augmente sa liquidité. D'où le fait qu'une baisse en inventories correspond à une entrée en cash flow. Toujours en ce qui concerne les inventories. Une entreprise en N-1 a des inventories de 50. En N, ces inventories montent à 70. Donc de N-1 à N, il y a eu une augmentation du stock. Donc ces stocks ne sont pas sortis, c'est qu'elle a plus produit, elle a plus acheté, mais tout n'est pas sorti. Donc le surplus qui a été constaté sur la période doit être ajusté. Et cet ajustement suit le même principe que les net receivables. On déduit cet ajustement pour avoir l'impact final sur la liquidité de l'entreprise. Accounts and notes payables. Ici, on prend en compte la variation de tous les crédits du cycle d'exploitation, tous les crédits à court terme du cycle d'exploitation. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une entreprise qui devait, par exemple, $100 en accounts and notes payables en N-1. Et en N, on constate que le solde de son accounts and notes payables est de 60. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que de N-1 à N, ces accounts and notes payables ont baissé en passant de 100 à 60. D'où une baisse de $40. Mais cette variation à la baisse veut dire que l'entreprise a remboursé ses crédits. Donc le fait qu'elle rembourse ses crédits, ça veut dire qu'elle se décaisse de l'argent pour rembourser les crédits. D'où une sortie de trésorerie et un impact négatif sur le cash flow, une baisse de trésorerie. Donc, lorsque ici la variation est à la baisse, decrease, c'est un parenthèse, ça veut dire qu'il y a une sortie d'argent. Toujours concernant les accounts and notes payables, si une entreprise en N-1 a des accounts and notes payables de 100 et en N, ce montant-là passe à 150, ce qui veut dire que sur la période, l'entreprise c'est plus endettée. C'est plus endetté. Donc, en passant de 100 à 150, il y a une hausse de ses dettes de 50. Donc, cette hausse-là doit aussi avoir un traitement. Le fait qu'elle a eu une hausse de la dette, ça veut dire qu'elle a eu des marchandises, des matières premières, ainsi de suite, ou bien d'autres choses qu'elle a acquis à travers ses crédits qu'elle a pu avoir, mais elle n'a pas sorti de l'argent. Donc, les $50 et de plus, là, c'est de l'argent qui n'est pas sorti. Et ça arrange donc la trésorerie. Puis que cet argent-là n'est pas sorti des caisses de l'entreprise, ici, ça vient en hausse, en augmentation. D'où le fait que increase ici, ça veut dire un plus dans le cash flow de l'entreprise. Current assets. Other current liabilities. Donc les other current assets suivent le même processus que les net receivables et les inventories. Les other current liabilities suivent aussi le même processus que les accounts and notes payables. Cash from investing activities.
Dans cette section, nous verrons les opérations qui entraînent des sorties d'argent ou des entrées d'argent pour l'entreprise dans le cadre de ses activités d'investissement. Quand c'est une sortie d'argent, on parle de cash outflow. Quand c'est une entrée d'argent, on parle de cash inflow. Le premier élément est le sale of investments. C'est la cession d'immobilisation financière. Elle apporte à l'entreprise de la trésorerie. C'est ici un cash inflow. Ensuite, nous avons le purchase of investments, qui est l'acquisition d'immobilisation financière. Cette opération amène l'entreprise à décaisser des fonds, d'où un cash outflow. Nous avons ensuite sales of PPE, Property, Plant and Equipment. Cette opération permet à l'entreprise d'avoir des fonds en cédant ses actifs corporels. Donc c'est pour elle un cash inflow. Ensuite vient le capital expenditures, qui est l'acquisition d'immobilisation corporelle. Elle amène donc l'entreprise à sortir des fonds, d'où un cash outflow. Ensuite, nous avons acquisitions. C'est toute opération d'acquisition d'entreprise. Donc, cette opération amène l'entreprise à décaisser des fonds, d'où un cash outflow. Et enfin, nous avons les other investing activities. Donc ça, c'est le solde, c'est-à-dire le résultat des cash inflow et cash outflow qui concerne toutes les autres activités d'investissement. Cash from financing activities. Dans cette section, on ressort toutes les entrées d'argent cash inflow et les sorties d'argent cash outflow provenant des opérations de financement d'un business. Le premier élément est le sale of common and preferred stocks, qui est la cession des actions ordinaires et préférentielles d'une entreprise sur le marché financier. Donc cette opération génère une entrée de fonds, d'où un cash inflow. Ensuite, nous avons le cash dividends, qui est le paiement de dividendes par une entreprise auprès de ses actionnaires en cas de réalisation d'un résultat excédentaire. Donc cette opération entraîne une sortie de fonds, d'où cash outflow. Nous avons ensuite long-term debt borrowing, qui est toute opération d'emprunt bancaire ou d'emprunt auprès des institutions financières. Donc ça apporte à l'entreprise et des fonds. On considère donc cette opération comme un cash inflow. Ensuite, nous avons long-term debt issuance, qui est en fait tout ce qui est emprunt obligataire. C'est lorsque une entreprise émet des emprunts obligataires pour avoir des ressources. Donc cette opération lui génère un cash inflow. Ensuite vient le long-term debt reduction, qui est toute opération qui consiste à rembourser les emprunts bancaires auprès des toutes institutions financières et aussi les emprunts obligataires. Donc cette opération entraîne l'entreprise à décaisser des fonds, d'où un cash outflow. Enfin, nous avons les other financing activities qui prennent en compte toutes les opérations d'entrée de fonds et de sortie de fonds, c'est-à-dire le solde du cash inflow moins cash outflow de toutes les autres activités de financement d'une entreprise qu'on n'a pas citées dans les éléments plus hauts.